Alors, l'homme, meilleur ami ou meilleur ennemi de la planète? À vrai dire, je ne sais pas. Un peu des deux, dirais-je. Voyez-vous, il y a plusieurs types d'hommes, plusieurs types d'esprits. Un exemple concret, la déforestation. Vous me poseriez la question, c'est quoi la déforestation? Mais c'est tout bonnement l'homme qui débite des arbres pour son bien-être. Ah, pauvre planète. Mais bien évidemment, cela accumule des problèmes, l'érosion de la biodiversité, mais aussi le réchauffement climatique. L'homme est une menace, un inconvénient pour notre plaisante planète. En voici un deuxième, le braconnage. C'est tout bonnement une catastrophe écologique. L'élimination des animaux dits nuisibles. Oh, oui, c'est vrai, vous ne le saviez pas. Les pandas sont tellement agressifs. Mais bien sûr que non, l'homme s'empare illégalement de la fourrure de ces bêtes. Ces animaux ne sont pas nuisibles. Les régulations sont censées préserver la biodiversité alors qu'elles ciblent des espèces en voie de disparition. Ma foi, la planète abomine des hommes. Elle endure la pollution. Plus de 200 kilos de déchets sont déversés dans les mers et océans chaque seconde. Cela avait été dit dans plusieurs presses, notamment dans la Voix du Nord. Il avait été dit qu'à l'image du 7e continent de déchets, le continent de déchets, révélé par le navigateur Charles Moore, offre une vision inquiétante de la plastisphère flottant sur les mers et flottant à la surface des mers et des océans. Vous le saviez, on retrouve des tortues et phoques qui sont captifs de cette pollution. Mais pour me dire que ce sont des ennemis et pas seulement des inconscients, je m'explique. Un ennemi ferait volontairement de mauvais gestes pour la planète. Au contraire, une personne dite inconsciente ferait involontairement de mauvais actes pour notre environnement. Mais bien évidemment, tous les hommes ne sont pas pareils. Des personnes conscientes de ce qu'ils font pour leur avenir, pour avoir une planète en bonne santé. La plantation d'arbres pour la nature est d'ailleurs envisagée d'ici 2032. 1 milliard d'arbres devraient être plantés. Beaucoup pensent au recyclage. C'est un moyen de réutiliser le plastique, les eaux usagées, les matières premières. Grâce à l'utilisation du recyclage, les surconsommations mondiales peuvent baisser. Il y a une forme d'aide pour l'environnement, c'est le bénévolat, mais encore les associations. Ils contribuent au ramassage des déchets. Un exemple concret. Les scouts, tous les dimanches, ramassent les immondices. Néanmoins, ils prennent part à la gestion de l'impact d'un camp sur l'environnement. Plusieurs associations se mobilisent pour préserver la faune et la flore de la planète, création de réserves protégées et de parcs naturels, zones interdites de public, pour permettre à la végétation de croître sans être piétinée. Avec ces actes, nous pouvons changer beaucoup de choses. Je pense beaucoup à la prise de conscience. Pas vous, c'est-à-dire que je trouve que la prise de conscience est très importante. Si une personne qui jette son mégot, puis une deuxième, puis une troisième, bien évidemment, toutes ces personnes se disent sûrement c'est pas pour un mégot, mais il faut se dire que avec le temps, la planète s'aggrave et tout. Je trouve que l'homme devrait donc avoir une prise de conscience collective. Pour arrêter, par exemple, de jeter les mégots dans l'environnement. Mais maintenant, je vais vous parler de mon expérience personnelle au collège. Au collège, une sortie avait été organisée pour ramasser les mégots, déchets et tout dans le petit village de Saint-Le-Château. J'ai trouvé ça passionnant et je trouve que beaucoup devraient faire ça parce que rien qu'à voir dans les rues ou dans les campagnes, si joli, les déchets gâchent tout. Donc c'est une expérience que tout le monde devrait faire, quel que soit l'âge. Pour terminer, l'homme n'est ni l'un ni l'autre, selon moi. Mais avec un peu de conviction et de courage, nous pouvons faire un monde meilleur, aider ses sauver. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un homme dont le parcours à l'engagement urbain du terrain de football. Un homme qui, après avoir une carrière sportive exceptionnelle, se serait inventé pour une cause qui nous touche tous, la préservation de notre planète. Cet homme, ce n'est autre que Vicente Lizarazu. Avant de devenir une figure incontournable de l'environnement, Vicente Lizarazu a d'abord marqué l'histoire du football français, notamment en remportant la Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2000. Mais en 1969, il a rapidement grimpé les échelons jusqu'à devenir l'un des meilleurs latéraux du monde. Ce qui fait de Lizarazu un joueur à part, c'est sa vision de jeu, son travail acharné et sa combativité. Il a évolué au plus haut niveau, que ce soit à Bordeaux, à l'Atlético Madrid, au Bayern Munich. Sa carrière sportive est un modèle de persévérance et de dépassement de soi.
Après sa carrière sportive, Lizarazu a su se réinventer. Son engagement en faveur de l'environnement est devenu une facette centrale de sa personnalité. En 2019, il a rejoint l'association Surfrider Foundation Europe, qui lutte pour la protection des océans, une cause qui lui est particulièrement chère, passionné par la nature, notamment par le surf qu'il pratique régulièrement. Il a pris conscience des menaces qui pèsent sur nos mers et nos plages. Son implication ne se limite pas à des prises de parole ou à des actions ponctuelles, mais se manifeste par un véritable travail acharné. Pour sensibiliser le grand public à la nécessité de changer nos habitudes de consommation, de réduire notre empreinte écologique et de préserver la biodiversité marine. Son engagement s'inscrit dans un désir profond de faire prendre conscience à chacun d'entre nous de l'importance de la préservation de l'environnement. À travers des actions concrètes et des campagnes de sensibilisation, Vicente Lizarazu s'est fait le porte-parole de l'urgence écologique. Par exemple, il a participé à des opérations de nettoyage des plages et n'a pas hésité à utiliser sa notoriété pour encourager les jeunes générations à adopter des comportements plus responsables vis-à-vis de la planète. Pourquoi ai-je choisi de mettre en lumière Vicente Lizarazu? Parce qu'il incarne un modèle de réussite, mais surtout qu'il est un exemple d'humilité et de responsabilité. En tant que sportif de haut niveau, il aurait pu choisir de se retirer dans le confort, loin des préoccupations de la nature. Au lieu de cela, il a pris position. Son parcours nous montre qu'il est possible de conjuguer passion, performance et engagement pour une cause plus grande que soi. Son exemple nous rappelle qu'un homme, quelle que soit sa carrière, peut changer de direction, se réinventer et prendre la parole pour défendre ce qui est juste. Vicente Lizarazu est inspirant, non seulement pour son passé de sportif de haut niveau, mais aussi pour son engagement pour un monde plus respectueux de l'environnement. Son combat pour la planète est celui de chacun d'entre nous. Il nous montre que même après avoir vécu une vie d'accomplissement professionnel, il est possible de se réinventer et d'avoir un impact positif et durable. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à un enjeu environnemental majeur, Vicente Lizarazu nous invite à repenser notre relation avec la nature, à comprendre que la Terre, nos océans, nos forêts ne sont pas des ressources infinies. Ils méritent d'être respectés et protégés. L'engagement de Lizarazu est celui de la responsabilité, de l'alerte et de l'espoir. À travers lui, nous voyons qu'il est possible de réconcilier nos passions et nos engagements pour le bien de la planète. En conclusion, Vicente Lizarazu, par son parcours et son action, nous montre la voie, celle d'un homme qui, après avoir connu la gloire dans le sport, n'hésite pas à se mettre au service de la planète et des générations futures. Dans un monde où les défis écologiques sont plus pressants que jamais, son message résonne comme un appel à l'action. Il nous rappelle que chacun de nous, à son échelle, peut jouer un rôle pour un avenir plus respectueux de notre environnement. Merci. Mesdames, Messieurs, si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que l'environnement est un sujet qui nous touche profondément. Nous vivons sur une planète magnifique, riche en forêts, en océans, en animaux et en paysages extraordinaires. Mais cette beauté est en danger. Et la question que je vous pose est la suivante. L'homme est-il le meilleur ami de la Terre ou son pire ennemi? Regardons les faits. L'homme, avec un grand H, a transformé le monde par soif de progrès. Mais à quel prix? Nos forêts, ces poumons verts de la planète, disparaissent sous le coup de hache de l'industrialisation. Nos océans, autrefois d'une richesse infinie, se meurent sous les marées noires et les déchets plastiques de l'océan Pacifique. L'air que nous respirons s'alourdit de pollution, nos sols s'appauvrissent et le climat, lui, s'emballe. L'homme, dans la course effrénée à la consommation, semble avoir oublié qu'il n'est pas au-dessus de la nature, mais qu'il en fait partie, voire qu'il en est dépendant. Mais alors, nous devons accepter cette fatalité? Devons-nous nous résigner à être le destructeur de notre propre maison? Non, car l'homme, c'est aussi celui qui se relève, qui apprend et qui avance. Nous avons su créer des énergies propres et renouvelables, protéger des espèces menacées, reboiser des terres autrefois dévastées. Nous avons su nous battre pour de l'environnemental depuis le 1er mars 2005, encourager le recyclage,
développer des alternatives durables. Chaque jour, des femmes et des hommes se mobilisent pour protéger ce qui peut encore l'être. Alors, quel rôle vont-nous jouer? Celui du destructeur aveugle ou du gardien éclairé? L'homme n'est ni l'ami ni l'ennemi de la planète. Il est son invité et il est grand temps qu'il se comporte comme tel. L'heure n'est plus au discours mais aux actions concrètes. Mais aux actions concrètes, il ne s'agit pas d'attendre que les autres changent. Le changement commence ici, maintenant et avec chacun d'entre nous. Si nous voulons un avenir, si nous voulons un monde où nos enfants pourront encore s'émerveiller devant la nature, alors agissons, car il en est important. Merci. Cher jury, a priori nous avons tous un point commun ici présent. Nous sommes des êtres humains. Présents sur la Terre depuis près de 300 000 ans maintenant, nous serions démarqués par notre intelligence. Une intelligence qui a permis des nombreuses avancées techniques, mais également des actions plus que néfastes pour notre environnement. Aussi la question se pose aujourd'hui. L'être humain, meilleur ami ou meilleur ennemi de la planète? De nombreux arguments pourraient avancer que notre espèce est la meilleure amie de la planète. De nombreuses actions pour la préservation de l'environnement, initiatives écologiques pour la diminution des émissions de CO2, transition énergétique, des mouvements de sauvegarde pour la préservation de la biodiversité, que ce soit la création de parcs naturels ou la protection d'espèces menacées. Avancées scientifiques de la recherche sur le climat pour la diminution de la pollution plastique. De plus, certaines populations vivent en harmonie avec la nature, comme les Magouras en Roumanie, les Samis en Scandinavie par exemple. Ils ont un mode de vie non consumériste, sans technologie moderne, un vrai retour aux sources, comme avant que l'être humain ne commence à détruire son environnement. Ceci nous amène à la notion d'anthropocène, une nouvelle ère géologique, bien que contestée dans certains cercles scientifiques, qui serait définie par l'impact de l'activité humaine sur la Terre. L'être humain, vous rendez-vous compte, laisse une trace tangible, laisse une trace à l'échelle des temps géologiques. Ce n'est pas rien. Une ère qui s'appellerait l'ère de l'humain. Une ère définie par une altération de la géologie, une trop forte érosion des sols à cause des mines qui lacèrent la terre, le recul des côtes pour prélever le sable des fonds marins, exploitation nucléaire, que ce soit pour les armes ou pour l'énergie, et une pollution globalisée pérenne, pollution de l'air et de l'eau, microplastiques trouvés jusqu'en Antarctique, pesticides et perturbateurs endocriniens impactant la faune et la flore. Tout ceci sont des conséquences des actions humaines et amènerait à penser que l'être humain est le meilleur ennemi de la planète. Destruction systémique, 6e extinction de masse des espèces animales, déforestation, changement climatique et donc montée des eaux, écosystèmes perturbés, événements climatiques extrêmes, surconsommation, épuisement des ressources. Un meilleur ennemi serait défini comme un rival bien connu pour être menaçant et respectable. L'être humain est en effet menaçant, mais est-il respectable? Cependant, c'est différent d'un pire ennemi, car un pire ennemi voudrait du mal et chercherait à nuire à la planète, alors que les humains ne veulent pas spécialement de mal, ils sont juste égoïstes. Il n'y a pas la notion d'intention. Un meilleur ami peut faire du mal sans faire exprès, mais s'excuserait ensuite. Mais concrètement, cher jury, des excuses à la Terre, ça donnerait quoi? Comment pourrait-elle pardonner l'espèce humaine? Je pense qu'il est impossible d'associer l'espèce humaine en elle-même à un comportement. Il y a bien sûr un impact global, mais le comportement évolue selon les époques. Les êtres humains existent depuis 300 000 ans. Cela change également en fonction de la catégorie sociale. 1% des plus riches émettent 70 fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. C'est quand même dingue. Les comportements sont individuels, même s'ils ont une traduction globale. Enfin, la planète nous survivra. La Terre existait avant nous et elle existera encore après nous, jusque l'expansion du Soleil dans 5 milliards d'années. Même si l'être humain a laissé une trace de par l'Anthropocène, la planète existera toujours. Aussi, les actions humaines ont un impact minime sur la planète en elle-même, mais pas sur les écosystèmes qui la peuplent, pas
sur notre environnement. C'est là que se pose le vrai problème. Notre impact sur la faune et la flore terrestre, sur le lieu de vie des espèces, sur notre lieu de vie, sur notre lieu de vie, sur nous-mêmes. Ainsi, je pense qu'il est impossible de considérer l'être humain comme meilleur ami ou meilleur ennemi de la planète, elle. Elle est inanimée. Je pense qu'il faut considérer l'être humain comme son propre meilleur ennemi, comme le meilleur ennemi du vivant. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous présenter une personnalité importante, engagée, qui agit en faveur de l'environnement. J'ai choisi pour cela une femme, courageuse, volontaire, déterminée, Inès Léraud. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Inès Léraud, c'est une journaliste parisienne qui s'installe en Bretagne en 2015 afin d'enquêter sur l'agriculture intensive et ses conséquences et de mettre en évidence les problèmes de santé des agriculteurs et agricultrices exposés aux pesticides. Sur le terrain, elle mène un véritable travail d'investigation et de recherche. Elle découvre que des dizaines d'animaux sont morts, sans raison apparente sur les plages bretonnes, et même que 3 décès humains sont suspects. Dans toutes ces affaires, un point commun. La victime a été en contact régulier avec de mystérieuses algues vertes présentes sur les plages. Au fur et à mesure de son enquête, Inès Léraud comprend que ces morts ne sont pas dues au hasard ou à une fragilité cardiaque, comme certains le laissaient sous-entendre, mais bien au dégagement de gaz toxiques par les algues vertes qui s'échouent sur les plages et qui prolifèrent à cause de la présence importante de nitrates et d'azote, favorisés par l'élevage intensif dans les campagnes environnantes. Quand Inès Léraud investigue, enquête, elle rencontre une forte opposition. Cette opposition vient bien sûr du monde agricole, qui ne veut pas se voir incriminé, mais aussi des autorités, des préfectures et de l'État. Peut-on accepter cela ? Peut-on accepter qu'une journaliste soit empêchée de faire son travail et de rendre publiques des informations aussi essentielles ? Trouvez-vous normal que la préfecture ait refusé d'admettre que les décès étaient dus aux algues vertes, alors que les résultats des analyses avaient montré que les doses présentes étaient mortelles pour un être humain ? Trouvez-vous normal que des témoins aient reçu des menaces de mort ? Trouvez-vous normal que Inès Léraud ait été menacée physiquement, qu'elle ait subi une forte campagne de discrédit sur les réseaux sociaux et ait été visée par 2 plaintes en diffamation ? Non, bien sûr, mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas accepter de tels agissements. Malgré toutes les pressions, des lobbies agricoles notamment, Inès Léraud met à jour un puissant système de pollution. Elle accuse des entreprises agroalimentaires de réduire au silence les élus locaux en les corrompant. Inès Léraud a osé dénoncer des actes abjects malgré de nombreuses pressions, intimidations et menaces. Et est ainsi devenue une courageuse lanceuse d'alerte. Là où beaucoup d'autres auraient baissé les bras par crainte ou par manque de détermination, Inès Léraud a osé mettre à jour ce scandale. Elle a privilégié l'intérêt public au risque qu'elle encourait à titre personnel. Alors merci, Madame Léraud. Merci pour votre courage. Vous avez permis à des milliers de personnes de prendre connaissance de ces faits, d'agir et de s'engager. Merci. Merci d'avoir prouvé aux yeux de toutes et tous que ces algues ne sont pas présentes naturellement et que leur impact sur notre santé et notre environnement est bien réel. Merci d'avoir contribué à rendre public ce scandale qui dure maintenant depuis des décennies et d'avoir pu, par votre travail et votre détermination, sauver des vies. Merci. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je prends la parole avec le cœur lourd et l'âme alerte. Une question nous hante tous, une question qui déchire nos consciences. L'homme est-il l'ami ou l'ennemi de notre planète ? Nous aimons croire que nous sommes les enfants chéris de la Terre, que nous en prenons soin comme une mère veille sur son enfant. Mais la vérité, cruelle et implacable, nous rattrape. Depuis des siècles, nous détruisons la seule maison que nous ayons. Regardons les faits en face. En l'espace d'un siècle, nous avons bouleversé l'équilibre fragile qui existait depuis des millénaires. La température moyenne de la Terre a augmenté de 1,2 degré
depuis l'ère pré-industrielle. Cela peut paraître insignifiant, mais ce minuscule degré a suffi pour faire fondre plus de 28 000 milliards de tonnes de glace en seulement 3 décennies. Notre soif insatiable de ressources et de progrès a un coût terrible. Chaque année, 10 millions d'hectares de forêts disparaissent, soit l'équivalent de 27 terrains de football chaque minute. Oui, chaque minute. Pendant que nous parlons, des forêts millénaires sont abattues, des poumons verts réduits en cendres. Nos océans, jadis immaculés, sont devenus des cimetières de plastique. Une mer de déchets où des tortues s'étranglent avec des sacs, où des poissons meurent le ventre rempli de microplastiques. D'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan, plus de plastique que de vie. Mais alors, sommes-nous irrémédiablement les ennemis de cette planète? Sommes-nous condamnés à être les fossoyeurs de notre propre avenir? Non, je refuse de croire que l'histoire se termine ici. Car l'homme est capable du meilleur, mais il est aussi capable du pire. Non, l'homme est capable du pire, mais aussi capable du meilleur s'il s'en donne les moyens. Sondons-nous de ces militants qui, au péril de leur vie, se dressent contre les multinationales destructrices. Rappelons-nous de Wangari Maathai, cette femme africaine qui, avec son mouvement Green Belt, a planté plus de 51 millions d'arbres au Kenya. Pensons à ces jeunes qui descendent dans la rue pour crier leur amour pour une terre en détresse. Des solutions existent. Les énergies renouvelables pourraient réduire 80% des émissions de CO2 en 2025 si nous investissions massivement. Une simple décision politique peut sauver l'écosystème entier. Une simple habitude de consommation peut inverser la tendance. Mesdames et messieurs, il est encore temps, mais il ne reste que quelques années, quelques décisions, quelques gestes avant que le point de non-retour soit atteint. Nous devons choisir. Resterons-nous les bourreaux de la terre ou deviendrons-nous ses gardiens? L'avenir nous regarde, nos enfants nous jugeront. Alors levons-nous, ensemble, et prouvons que l'homme peut être un ami fidèle de la planète et non son plus grand ennemi. Je vous remercie. Merci. Connaissez-vous les PFAS? Ces substances éternelles au nom imprononçable qui polluent les sols, empoisonnent l'eau et contaminent nos corps. Le 20 février dernier, la loi visant à protéger la population des risques liés aux PFAS était adoptée à l'Assemblée nationale grâce à la mobilisation de militants écologistes infatigables. Au rang de ceux-là, une jeune femme audacieuse et inspirante de 26 ans qui, depuis plus de 10 ans déjà, se bat avec ferveur pour que l'environnement soit respecté. Parce qu'elle est née à Grenoble et a grandi entourée de montagnes, Camille Etienne a vu les glaciers fondre et la neige s'amenuire. Parce qu'elle a pris conscience des effets du réchauffement climatique sur les paysages de son enfance, elle a voulu s'instruire. Parce qu'elle a mieux que d'autres saisi l'urgence de la situation et l'importance des enjeux, elle a souhaité agir. Ainsi, après avoir passé ses premières années au cœur des Alpes, Camille Etienne est partie à Paris pour y mener de brillantes études d'économie à Sciences Po et de philosophie à la Sorbonne. Très vite, elle s'est engagée au sein de collectifs, militant avec ardeur pour la justice sociale et la défense de l'environnement, luttant sur les terrains comme sur les réseaux sociaux. Ce qui rend Camille Etienne si inspirante à mes yeux, c'est d'abord son refus de regarder le monde s'effondrer et sa volonté de se battre pour le changer. Pour y parvenir, sa maîtrise des sujets, son éloquence et son obstination sont ses meilleures armes. Sa foi en l'action, portée par un optimisme inaltérable, me fascine. Chez elle, j'admire également sa capacité incroyable à fédérer et à s'inscrire dans le collectif, car le monde, elle le sait bien, Camille Etienne ne le changera pas seule. Ainsi, chacune de ses interventions, de ses prises de parole, est une invitation à nous interroger, à questionner nos habitudes, à prendre position et à agir à notre tour. Enfin, si Camille Etienne est une personnalité exceptionnelle, c'est pour ses valeurs profondément humanistes, animées par un véritable espoir de changement. Elle agit pour faire naître un monde plus beau, un monde où la transition écologique ne serait pas un sacrifice, mais un renouveau. Un monde où l'écologie et la justice sociale iraient de pair, car un monde durable, c'est aussi un monde juste. Ainsi, pour Camille Etienne, lutter pour l'environnement, c'est aussi lutter pour l'humanité, l'égalité et la dignité. On pourra dire que Camille Etienne est jeune, trop jeune,
et qu'on n'est pas sérieux quand on a 26 ans. Le reproche est classique. Quand la jeunesse se tait, on la traite de fainéante. Quand la jeunesse lutte, on la traite d'immature. Oui, Camille Etienne est jeune. Elle est la voix de cette jeunesse qui refuse d'hériter d'un monde qui brûle et incarne l'urgence d'une génération prise en otage par l'inaction des précédentes. Comme elle le dit si bien, nous sommes la première génération à vivre les conséquences du réchauffement climatique et la dernière à pouvoir y faire quelque chose. On pourra reprocher à Camille Etienne d'être déconnectée en dehors des réalités. À ceux qui tiennent ce discours, on pourra faire lire les rapports du GIEC et les études scientifiques qui ne cessent de sonner l'alarme. Car, comme elle le rappelle constamment, dans cette dramatique réalité qui crée Camille Etienne et que s'inscrit son action. Enfin, on pourra s'insurger qu'elle aille jusqu'à faire de la désobéissance un moyen d'action acceptable. Mais faut-il obéir aux lois quand elles ne sont pas justes? Comme Antigone, bravant l'or de crayon, refuse de laisser son frère pourrir sous le soleil de Thèbes. Camille Etienne, elle, refuse de laisser la planète mourir par la loi des puissants. Elle rappelle ainsi que ce qui est légal n'est pas toujours légitime et que pour faire changer les lois, il est parfois nécessaire de refuser de s'y soumettre. Le 27 février dernier, la loi visant à protéger la population des risques liés au PFAS était promulguée. Cette victoire, c'est celle de l'environnement, de la santé, de l'écologie, mais aussi celle du militantisme et de la détermination. Cette victoire, elle, en appelle tant d'autres qui pourront advenir grâce aux luttes collectives. Alors dès maintenant, agissons et si besoin, désobéissons. Car comme le disait Albert Einstein, souvent cité par Camille Etienne, le monde ne serait pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui se laissent faire. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier une question fondamentale sur notre humanité. L'homme est-il meilleur ami ou meilleur ennemi de la planète? Mais tout d'abord, comment pouvons-nous répondre à cette question si nous ne savons même pas comment qualifier un homme? En effet, la définition sur Internet que nous pouvons retrouver est la suivante. Être mâle ou femelle, représentant du genre homo et mammifère primate de la famille des hominidés. Mais pour moi, en tant qu'adolescente de 15 ans, qui apprend de jour en jour, je dirais qu'un homme est un animal comme les autres, mais avec une seule toute petite différence. Il a un cerveau hyper développé, qui lui permet de penser, créer, inventer, mais même parfois tout détruire. Il marche sur deux jambes, parle plein de langues, mais surtout, il ne faut pas oublier qu'il a réussi à dominer les 3/4 de cette terre il a déjà presque 12 mois. Je pense même qu'il se considère comme l'apothéose de l'évolution terrestre, même. Mais au final, un homme, c'est juste une petite créature qui se croit super importante dans un univers immense. Mais de façon plus scientifique et concrète, qu'est-ce que ça donne? L'homme a souvent un impact positif, mais aussi très bien négatif sur la Terre. En effet, l'homme essaye de protéger un maximum et de valoriser son écosystème grâce à la création de parcs naturels, mais encore de lois et de zones protégées. Pour vous donner un exemple, Yellowstone National Park, qui est un parc situé aux États-Unis, qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO, est reconnu par le Congrès américain en étant le premier parc national. Mais aussi, l'homme essaye de développer un maximum les espaces verts et aussi de lutter contre la déforestation. Son principal but, justement, est d'absorber le plus possible de CO2 et donc d'améliorer la qualité de l'air de ses propres habitants. Ensuite, des avancées technologiques ont été faites au service de l'écologie. Par exemple, les énergies renouvelables telles que l'éolien, le solaire, mais aussi des techniques d'agriculture qui permettent de nourrir la population de façon plus écologique, sans utiliser de produits chimiques ni de pesticides. D'autre part, le traitement des déchets, mais aussi le recyclage existe, qui permet d'améliorer aussi l'économie au passage et d'éviter un maximum l'impact de la pollution sur Terre. Si nous passons aux aspects plutôt négatifs, actuellement l'homme a un effet plutôt destructeur sur la Terre. Il rase des forêts, construit des routes, des voies de communication, chasse, mais aussi pêche plus que les océans ne le permettent, et cette biodiversité souffre de ces activités humaines. De nombreuses espèces animales et végétales sont en voie de disparition, mais aussi dues à la destruction de leur habitat. Pour vous donner un exemple, l'ours polaire qui lui est en voie de disparition à cause de la fonte des glaciers. De plus, une pollution généralisée existe, que ce soit pollution de l'air, pollution au niveau de la mer, des océans, rivières, fleuves, etc. Mais aussi une pollution qui nous touche directement, par exemple les décharges, au niveau des déchets sur le sol, etc. Par ailleurs, le réchauffement global dû à l'utilisation des énergies fossiles augmente et entraîne une hausse des températures. En effet, en 100 ans, la Terre a augmenté de près de 1,2 degré, ce qui paraît peu, mais ce qui en réalité énorme. Plusieurs conséquences ont déjà eu lieu. Comme par exemple des catastrophes naturelles, telles que sécheresse, inondations, feux de forêt, mais encore en Amazonie et aussi au Canada, dans les Landes aussi, dans le département situé au sud de la France,
beaucoup de feux de forêt ont eu lieu, en particulier l'année dernière en été. Mais bien sûr, le problème ne s'arrête pas là. Les changements climatiques bouleversent l'habitat de ces nombreuses espèces et les scientifiques, eux, prévoient une disparition massive de ces espèces. Bien que le réchauffement aussi s'observe de manière assez globale, les différents hémisphères ne sont pas tous touchés de la même façon. L'hémisphère nord est plus touché que celui du sud, il se réchauffe tout simplement plus vite. Et si ces espèces n'ont pas le temps de s'acclimater ni de s'adapter, que ce soit les espèces végétales ou animales ou même nous, on aura besoin justement de migrer dans différentes parties du globe, vers d'autres régions, d'autres pays, plus adéquates pour nous. Mais encore de plus, si nous parlons d'augmentation au niveau de la population des villes, cela entraîne plusieurs travaux assez conséquents pour construire des routes, des nouvelles habitations. Et ces travaux de terrassement occasionnés sont donc assez impressionnants et conséquents, ce qui modifie en fait le paysage, notre écosystème, et ils sont donc totalement transformés simplement. Pour finir, l'homme a aussi un impact sur la santé humaine et sociale. Les populations les plus vulnérables subissent, eux, les problèmes au niveau de l'écologie et du manque de ressources, alors que d'autres pays, eux, sont touchés plus aux problèmes à cause de la pollution, alors que ce n'est pas forcément les plus responsables. En résumé, l'homme a profondément touché la Terre, la planète, souvent au détriment de son environnement et de sa propre survie, mais il a aussi apporté plusieurs contributions assez positives. Il essaie de penser, innover et de créer de nouveaux projets. Finalement, je ne vais pas vous parler des solutions pour sauver la planète, telles qu'il faut éviter de jeter ses chewing-gums par-dessus la fenêtre de la voiture quand on roule sur l'autoroute, mais encore de trier ses déchets, parce que malheureusement, ce sont des choses que nous faisons toutes et tous, moi-même y compris pour tout vous dire. En effet, pour moi, le dilemme entre meilleurs amis ou meilleurs ennemis nous rappelle que l'avenir de notre planète est entre nos mains, et face aux défis globaux, il est impératif d'embrasser une vision plus collective. Merci de votre attention. C'est l'histoire d'un homme qui a tout sacrifié pour un combat plus grand que lui. Un homme qui a renoncé à sa vie pour un train de vie peu commun. Sauver la planète et ses espèces sont ses valeurs. Un homme qualifié d'éco-terroriste. Cet homme, c'est Paul Watson. Lorsqu'on parle de préservation de l'environnement, on pense souvent aux discours des gouvernements ou aux pétitions en ligne. Mais la réalité, c'est que pendant que nous faisons tout ça, la planète meurt. Paul Watson, lui, a choisi d'agir. Là où d'autres préfèrent discuter, il intervient. Fondateur de Sea Shepherd, une organisation dédiée à la protection des espèces marines, Paul Watson a fait de la défense des océans une lutte concrète. Contrairement à Greenpeace, qui privilégie l'action non violente, il a choisi une approche plus directe, plus radicale, mais surtout beaucoup plus efficace. Prenons la chasse à la baleine, l'une des principales batailles de Paul Watson. Malgré l'interdiction internationale, des pays comme le Japon, la Norvège ou encore l'Islande continuent à massacrer des centaines, voire des milliers de baleines, pour ce qu'ils appellent des recherches scientifiques. Mais grâce à Sea Shepherd, en 2013, le Japon a dû réduire son quota de chasse, après qu'ils ont stoppé une de leurs expéditions. Des centaines de baleines ont été sauvées grâce à leurs opérations d'interception. Le monde entier a pris conscience de ces massacres, en grande partie grâce aux actions de Sea Shepherd. Et ce n'est pas tout. Paul Watson lutte aussi contre la pêche illégale et la destruction des écosystèmes marins. Ces actions ont mené à des résultats concrets, comme en 2018, Sea Shepherd a aidé à l'arrestation de navires illégaux au large de l'Afrique. Ou encore en Méditerranée, l'organisation traque les filets dérivants responsables de la mort de milliers d'animaux marins. Sans ces interventions, combien d'espèces auraient déjà disparu? Certains critiquent ces méthodes, le traitent de criminels, d'éco-terroristes. Mais posons-nous la vraie question, qui sont les vrais criminels? Ceux qui détruisent l'océan en toute impunité ou ceux qui risquent leur vie pour le défendre? Si Paul Watson est un éco-terroriste, alors ceux qui exterminent la faune marine sont quoi? Des sauveurs? Il est facile de critiquer ces méthodes depuis un bureau, mais quand des baleines se font tuer, quand des dauphins se retrouvent dans des filets ou quand des océans se retrouvent pleins de pollution, est-ce qu'il faut vraiment se contenter de signer des pétitions? Paul Watson nous prouve que l'urgence écologique a besoin de plus que les pétitions. Il nous rappelle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer: protéger les océans, c'est protéger notre avenir. Pourquoi défendre les océans? Eh bien parce que sans eux, nous ne survivrons pas. 50% de l'oxygène que nous respirons provient de l'océan. Les océans régulent le climat, absorbant une partie du CO2 que nous rejetons. Ils abritent une biodiversité essentielle à notre écosystème. Alors chaque filet illégal détruit, chaque baleine sauvée, chaque navire de braconniers intercepté est une victoire pour nous tous. Et ces victoires, nous les devons à des gens comme Paul Watson. Un homme qui se force à nous poser une question existentielle. Son engagement dérange, ses actions font débat,
Mais une chose est sûre, il a prouvé qu'un seul homme peut faire trembler ceux qui détruisent notre planète. Alors que retiendra l'histoire? Ceux qui ont fermé les yeux ou ceux qui ont risqué leur vie pour défendre le vivant? Paul Watson a choisi d'agir. Et nous, que faisons-nous? Si vous étiez à bord d'un bateau et que vous voyez un braconnier tuer une baleine, que feriez-vous? Vous détourneriez le regard ou vous agiriez comme Paul Watson? Pour commencer, depuis des millénaires, nous façonnons la planète pour répondre à ses besoins et désirs, mais aussi aux nôtres. L'agriculture, l'industrie, puis les nouvelles technologies. Autant d'innovations qui ont parfois progressé au détriment de l'harmonie et de l'environnement. Alors que les avancées humaines, comme l'exploitation spatiale, les infrastructures modernes ou biotechnologiques, ont permis des progrès extraordinaires, elles ont également engendré des dégâts environnementaux majeurs. Nous pouvons nous poser une question fondamentale. L'homme est-il le pire ennemi ou le meilleur ami de la planète? Pour illustrer ce paradoxe, prenons la citation de Francis Bacon, un philosophe scientifique anglais qui dit « La nature, pour être commandée, doit être obéie ». Produit dans un contexte où la science émergeait comme un outil de compréhension et de domination du monde naturel, cette citation souligne que l'homme peut soit harmoniser avec la nature, soit causer sa propre perte en cherchant à la dominer, sans discernement, sans équilibre ou sans vision durable. L'action humaine a souvent des conséquences néfastes sur l'environnement à cause de notre exploitation excessive des ressources naturelles, comme la déforestation massive. En 2024, la déforestation massive mondiale a représenté des tendances contrastées selon les régions au Brésil. Entre août 2023 et juillet 2024, la déforestation amazonienne brésilienne a atteint son plus bas niveau depuis 9 ans, avec 6288 km² de forêt détruite, soit une réduction de 30,6% par rapport à l'année précédente. Comme j'ai pu le lire dans le journal Le Monde, la surconsommation d'eau ou l'extraction minière intensive ont perturbé les écosystèmes, notre écosystème. À cela s'ajoute, n'oublions pas, les pollutions des sols, des océans, ainsi que les émissions massives de gaz à effet de serre qui atteignent des niveaux records. Selon le Global Carbon Project, les rejets liés à la combustion, le gaz et le charbon ont augmenté de 0,8% par rapport à 2023, comme j'ai pu le lire dans le journal Le Monde. Par exemple, l'industrialisation, bien qu'ayant favorisé le développement économique, a contribué au réchauffement climatique et à la perte de nombreuses espèces, soit 166 061 espèces évaluées, dont 46 337 sont classées comme menacées, parmi elles 41% des amphibiens, 12% des oiseaux et 26% des mammifères sont en danger d'extinction. En cherchant à dominer la nature, l'homme agit souvent comme un prédateur, mettant en péril la biodiversité et sa propre survie. N'oublions pas les conséquences de la pêche industrielle ainsi que la pollution plastique dans les océans qui atteignent aujourd'hui, selon l'université de Lille, 57 millions de tonnes de déchets par an, soit suffisamment pour remplir Central Park jusqu'à la hauteur du State Building. La liste peut se révéler longue. Dans ce contexte, nous devons nous poser une question cruciale. L'homme peut-il continuer sur cette trajectoire sans compromettre son avenir et celui de la planète? Pouvons-nous inverser ces tendances destructrices ou sommes-nous incapables de nous réconcilier avec la nature? Cependant, nous ne sommes pas uniquement destructeurs, nous pouvons être aussi gardiens de la planète. Notre conscience environnementale s'est accrue au fil des décennies avec des initiatives comme le développement des énergies renouvelables. Des accords internationaux, tels que l'accord de Paris, témoignent sur le climat de nos nombreux efforts collectifs pour limiter l'impact sur l'environnement. Par ailleurs, les avancées scientifiques et technologiques et biologiques, le recyclage et la dépollution des milieux naturels sont créés grâce à ces inventions techniques. Pensons aux énergies solaires et éoliennes qui remplacent les énergies fossiles aujourd'hui, mais aussi aux nouvelles technologies qui réduisent la consommation d'énergie ou encore nos campagnes mondiales de sensibilisation. Chaque effort compte pour préserver notre environnement. Pour cela, nous sommes à la fois pire ennemi et meilleur ami de la planète. Nous sommes à l'origine des crises environnementales actuelles, mais nous possédons l'intelligence, le recul et les moyens pour y remédier. Notre rôle est fondamental et incontournable. Ce double rôle souligne que l'avenir de la Terre et des hommes est entre les mains de l'humanité et qui décidera d'entreprendre dans les décennies à venir. En somme, l'homme, par ses actes, oscille entre destructeur et protecteur de la planète. La prise de conscience collective et les efforts en faveur du développement durable doivent permettre d'inverser les tendances destructrices. Ainsi, l'avenir de la planète et des hommes
est entre nos mains qui décidera si nous souhaitons être l'allié de l'environnement ou son bourreau. Rappelons-nous la citation de Francis Bacon, le philosophe anglais qui dit « La nature, pour être commandée, doit être obéie. Ne l'oublions jamais car elle résume parfaitement la relation qui incombe l'homme dans la nature et lui. C'est notre responsabilité. » Merci pour votre écoute.